Vous avez tous entendu parler de XSS, mais savez-vous comment elle s'exploite et savez-vous ce qu'on peut faire avec? Dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers plusieurs exemples simples comment est-ce qu'on peut exploiter cette faille et surtout comment est-ce qu'on peut se protéger. Vous retrouverez le code des exemples de cette vidéo sur mon GitHub dans le repo Vulnerable Apps. Vous téléchargez le repo et vous allez dans le dossier XSS. Dans ce dossier, on trouvera un Docker Compose qui nous permet de lancer l'application. Avant de lancer l'application, on prend le fichier env.example, on le copie et on le renomme en .env. Et ensuite, on remplit avec des valeurs. Donc vous mettez ce que vous voulez ici. C'est simplement les valeurs qui vont être récupérées dans l'application. On ne voulait pas les faire apparaître dans le code. Plus de précision sur cette manière de faire dans la vidéo sur le développement de conteneurs sécurisés. Une fois qu'on a un fichier .env avec nos valeurs, on peut lancer le Docker Compose. Alors moi j'utilise Podman, donc je vais faire un Podman Compose, mais c'est exactement la même chose si vous voulez faire un Docker Compose. Voilà, donc ici on a Podman Compose, up, on fait un build pour builder le conteneur de manière à ce que le conteneur, s'il n'est pas encore construit, on le construise. Et c'est parti. Et avant d'aller plus loin, on va regarder ce que c'est que le JavaScript et comment ça se matérialise dans les pages HTML. Alors, ici on a une page HTML, la plus simple qu'on peut imaginer, elle fait pas grand chose, elle nous affiche un titre et un peu de contenu. Dedans on a une balise de script, et avec à l'intérieur, vous voyez c'est coloré par mon EDI qui a compris que c'était un script à l'intérieur, c'est du JavaScript. Donc le JavaScript, pour rappel, c'est du code qui s'exécute sur le navigateur du client. C'est-à-dire que c'est le visiteur, c'est chez le visiteur que se matérialise ce code JavaScript. Donc ce code, il est écrit au niveau du serveur, il est présent sur un fichier ou il est carrément écrit par le code PHP, et ensuite il est envoyé au navigateur. On va regarder ce que donne cette page, donc là c'est IntelliJ qui m'a ouvert un petit serveur avec ma page, et donc si je l'inspecte, je vois qu'il y a ma balise de script qui est ici. Alors le code il est un petit peu modifié par le DI, donc c'est probablement pour mettre en place du debug. Mais globalement, ce qui est censé être dans le navigateur, c'est ça, hein, c'est le console.log hello. Et donc si on va dans la console JavaScript, on voit qu'on a notre petit hello. Donc ça veut dire qu'il y a du code qui s'est exécuté sur le navigateur du client. Alors on va voir un premier exemple de vulnérabilité XSS, et pour ça, on va aller sur notre application et on va se loguer. Voilà, admin secret, ok, donc je suis logué, et je vais aller sur la page reflected. Alors sur cette page, j'ai un premier lien qui s'appelle Simple Value, je vais cliquer dessus, et je vais voir qu'il y a quelque chose qui est apparu dans la page. Donc j'ai cliqué sur un lien, ce lien m'a envoyé sur le lien où j'étais avec un paramètre en plus, donc on a eu l'impression de le voir apparaître, mais en réalité j'ai cliqué sur un nouveau lien, j'ai fait une nouvelle requête. D'ailleurs on le regarde si on le voit dans l'inspecteur, là, hop. Là, je reclique, et donc je visite un nouveau lien avec cette fois-ci quelque chose dans la valeur param, dans l'URL. Et cette valeur, elle est réfléchie sur la page. Ok. Donc le code qui correspond, on le trouve ici, PHP, src, public. On va dans reflected, c'est du code très simple, du PHP, donc même si vous ne connaissez pas le PHP, ça se lit assez facilement. Si le paramètre get, c'est le tableau get va contenir tout ce qui est les paramètres get sont les paramètres que vous retrouvez dans votre URL ici. Donc je vais aller récupérer le paramètre get, et s'il existe, je l'affiche. Et je l'affiche à cet endroit-là. C'est-à-dire que là, j'ai du HTML qui commence, p, thisValue present on getParam, 2 points, et là, je mets ma valeur, et ensuite, je ferme ma balise. C'est ce qu'on voit ici quand on retourne avec l'inspecteur. On a thisValue is present on getParam value. Ok. Alors, maintenant qu'on voit que il peut y avoir une manipulation dynamique de ce paramètre-là, on va naturellement se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je mets une balise de script à la place de ceci? C'est-à-dire que, au lieu d'afficher directement la valeur, je vais afficher une valeur avec une balise de script. Alors on va cliquer sur Alerte, et là on voit qu'il y a une pop-up qui s'affiche. Alors c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on a été mettre dans ce paramètre quelque chose, ce quelque chose a été injecté dans la page, donc ce code a été, le moteur PHP
a écrit ce code, a constitué une page HTML et l'a envoyé au client. C'est-à-dire que le client, lui, il a reçu ça. Donc j'ai été ici, et moi, j'ai reçu dans ma réponse quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si je peux le voir en brut. Si, voilà. Moi, dans ma réponse, j'ai reçu ça. Donc j'ai reçu ThisValue présent, et on voit que j'ai reçu quelque chose avec script, et donc ça a été interprété par mon navigateur, puisque mon navigateur, il a vu qu'il y avait une balise, donc il a vu une balise ouvrante, il a vu du code dedans. Donc il a exécuté ce code. Donc c'est pour ça qu'on a du code qui est exécuté, et qu'on remarque qu'il n'y a rien là. Là, on n'a rien qui s'affiche, puisqu'en fait ici il y a une balise de script, donc ça n'affiche rien dans le HTML. Et donc comme on a la possibilité d'afficher du code JavaScript dans la page, on est en présence d'une attaque de Reflected XSS, puisqu'on a réfléchi un paramètre de l'URL dans notre page. Bon, alors une première remarque qu'on fait souvent quand on voit ça, à juste titre, hein, mais effectivement les choses sont plus compliquées, on se dit mais ok, mais attends, là c'est bien gentil, moi je peux mettre quelque chose dans l'URL, l'attaquant il peut visiter mon site, il peut mettre quelque chose dans l'URL, sauf que le gars qui reçoit la pop-up c'est lui. Donc l'attaquant, il est en train de s'attaquer lui-même. Donc c'est pas terrible en fait. C'est pas vraiment ça. Ce qui se passe, et c'est ce qu'on va voir avec le XSS, ce qui se passe, c'est que, étant donné que on peut créer un lien qui fait qu'en cliquant sur ce lien, on va exécuter du code JavaScript dans cette page, et ça c'est quelque chose de très important qu'il va falloir retenir sur toute cette série de vidéos sur le XSS, c'est qu'à partir du moment où on exécute du code JavaScript dans le contexte d'une page, on a accès à d'autres choses à l'intérieur de cette page. Donc c'est ce qui va se passer avec ce lien. Donc qu'est-ce que va faire l'attaquant ? Eh bien, il va prendre ce lien, donc il va constater qu'il peut exécuter une pop-up là. Il va construire un payload avec du code JavaScript ici, et ensuite il va s'arranger pour vous faire cliquer sur ce lien. Alors vous allez me dire, est-ce que moi je serais assez bête pour cliquer sur ce lien ? Je ne pense pas. Simplement, si vous placez du point de vue d'une entreprise, vous avez 1000, peut-être 2000, peut-être 10 000 personnes dans cette entreprise qui sont potentiellement des victimes potentielles de ce type d'attaque, et bien sur 10 000 personnes, là il y a quand même plus de chances qu'il y en ait un qui clique. Et si vous regardez dans les médias, la plupart des attaques qui sont médiatisées, dont on entend parler, très souvent elles commencent par l'envoi d'un lien malveillant. C'est très souvent par là qu'on commence. Et on va voir dans cette série pourquoi c'est un vecteur qui est privilégié par les attaquants, puisque ça permet de faire du code, d'exécuter du code, comme je vous le disais, par le navigateur. Et ça c'est très pratique, puisque le navigateur il est à l'intérieur de l'entreprise. Notre navigateur il est chez vous, il est derrière votre box. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'attaquant de vous faire cliquer sur ce lien. Donc le Reflected XSS, il ne faut pas le négliger, c'est la porte d'entrée, une des portes d'entrée privilégiées pour quelqu'un sur votre réseau. Et ensuite, faire cliquer quelqu'un sur un lien, il y a beaucoup de manières de le faire. Vous pouvez visiter un site qui est piraté et puis qui vous redirige sur ce lien. Vous pouvez cliquer sur ce lien parce qu'on vous l'a envoyé par mail, parce qu'un site auquel vous avez confiance s'est fait pirater. Ça peut être un de vos amis qui s'est fait pirater. Donc il y a plein de manières de vous faire cliquer sur un lien. Donc en tant que développeur, retenez bien, le Reflected XSS, oui, ça présente des dangers, et on va voir un exemple tout de suite de ce que ça va pouvoir donner comme danger et comment ça pourrait s'exploiter pour faire quelque chose avec. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler du concept d'exfiltration. Alors l'exfiltration, c'est la possibilité pour l'attaquant d'exfiltrer de l'information sur vous et ensuite d'utiliser ce canal éventuellement pour continuer son attaque. C'est-à-dire que si vous avez téléchargé par exemple un programme malveillant ou si vous êtes fait attaquer, l'attaquant il a besoin de communiquer avec son programme pour continuer son attaque et pour récupérer l'information qu'il vous a éventuellement volée. Donc c'est ça qui va se passer dans ce contexte-là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans notre contexte ? On a un lien, on a quelqu'un qui peut cliquer sur ce lien, qu'est-ce qui pourrait être dangereux dans ce contexte-là ? Première chose qui peut arriver, c'est de se faire voler ses cookies. Donc si vous regardez dans la console JavaScript, on regarde, il y a le document.cookie. Alors on voit que ces cookies sont accessibles par le JavaScript, donc vous savez peut-être qu'il y a des attributs qu'on peut mettre sur les cookies pour éviter ça, et on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet attribut. Donc ici, on a accès à quelque chose qui s'appelle le document.cookie. Donc si l'attaquant il peut exécuter du code JavaScript, il va pouvoir mettre ce document.cookie dans une variable, et il va avoir besoin de l'exfiltrer. Il va avoir besoin de récupérer la valeur de cette variable. Alors comment il va faire ?
ce qu'il va faire, l'attaquant, c'est qu'il va passer par un serveur qu'il va mettre sur Internet. Donc on appelle ça un C2, un command de contrôle, quand on parle de virus, en fait, c'est-à-dire que c'est le domaine sur Internet qui va être contacté par les victimes, par le code qui s'exécute sur la machine des victimes. Donc ici, on va tout simplement exécuter un petit serveur Python. Donc on va lancer un serveur HTTP. Et donc ce serveur HTTP, il va s'exécuter sur le port 8000. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui va aller sur ce serveur-là, donc par exemple je vais appeler l'attaqueur.local sur le port 8000, et ben quand je vais taper cette URL, je vais appeler le serveur de l'attaquant. Donc vous savez, sur mon exemple, attaqueur.local et victime.local, c'est tous les deux les choses qui sont sur localhost, c'est pour ça que je les appelle de ma machine, mais tout se passe comme si on était sur Internet. Donc attaqueur.local, ce serait le domaine de quelqu'un qui est d'un attaquant, et victime.local, c'est le domaine du site victime de ce site-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a, dans les logs, on voit qu'on a été appelé. Alors là, on voit une adresse locale, mais l'attaquant, lui, il sait qu'il peut pouvoir récupérer l'adresse distante. Donc déjà, il aura un feedback, et il aura l'adresse IP de la personne qui l'a attaqué. Donc ça donne déjà pas mal d'informations. Comment faire maintenant pour exfiltrer ça? Eh bien, finalement, ça va être, entre guillemets, assez simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser une fonction telle que la fonction fetch, par exemple. Il va appeler son domaine. Voilà, donc je vais appeler le attaqueur.local sur le port 8000. Et je vais y rajouter le document.cookie. Alors mon plus, c'est... Je crois que c'est %2b, parce que si je ne l'encode pas, ça va pas marcher. Donc j'ai encodé le plus, parce que le plus, ça constitue un espace. Donc ça va être interprété comme un espace. Donc si je clique ici, on va regarder ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces logs, l'attaquant a bien vu passer le cookie. Donc le cookie de session, le PHP Session ID, a été exfiltré. Donc l'attaquant, il a maintenant le cookie. Donc déjà, il peut se connecter à votre place, puisqu'il va être en mesure de récupérer ce cookie. En ayant ce cookie, il va pouvoir le rajouter dans ses requêtes HTTP, et donc ce sera comme s'il était connecté avec votre session. Puis on a rajouté, là on a un personal secret data, donc là c'est une donnée secrète qui est dans un cookie, donc vous avez vu, elle a été exfiltrée avec. Ce qui se passe au niveau ici, on a une erreur XHR, donc on a quelque chose qui nous dit, bah déjà le fichier n'a pas été trouvé, mais en fait ça n'a aucune importance. Parce que l'attaquant il s'en fiche de ce qu'il vous a renvoyé. Donc là il y a un 404 puisque l'URL PHP Session ID avec votre cookie elle n'existe évidemment pas. Mais l'attaquant il s'en fiche complètement. Il a récupéré votre cookie. Donc ensuite il renvoie un 404, on a une erreur dans la console, bon peu importe. Hein. Et on a une erreur Corse aussi, donc ça on aura l'occasion de reparler des Corses dans cette série sur le XSS, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, très intéressantes à dire là-dessus. Et donc l'attaquant, il a fait son exfiltration. Il a exfiltré la valeur des cookies, donc il vous envoie ce lien, vous cliquez sur ce lien, et en cliquant sur ce lien, ça vous vole vos cookies, et ça vous vole vos cookies dans le contexte de victime.local. C'est-à-dire que comme ce code JavaScript est exécuté dans le contexte de victime.local, c'est les cookies de victime.local. Puisque vous savez, les cookies, si par exemple vous avez un cookie sur Facebook, si vous allez sur le site de Google, eh ben, le cookie Facebook ne sera pas envoyé au site de Google. Et heureusement, parce que si vos cookies étaient envoyés à tous les sites que vous visiteriez pourraient récupérer vos cookies des autres sites. Donc le cookie que vous avez quand vous êtes sur le site Facebook, il n'est pas communiqué à Google. Donc le navigateur fait un cloisonnement avec ça, on appelle ça le SOAP. Le Same Origin Policy, dont on aura aussi l'occasion de reparler, c'est la politique qui fait que si vous recevez un cookie du domaine Facebook, eh ben vous ne le renverrez qu'au domaine Facebook. Donc en exécutant ce code JavaScript, donc on va le retrouver ici, d'ailleurs on va essayer de le regarder, ce que ça a donné. Alors je vais aller directement ici, inspecter ce qu'il y a là. Voilà, et je retrouve mon script. Voilà mon fetch avec mon attaqueur.local plus le document.cookie. Donc j'ai construit une URL avec le document.cookie.
Et le fetch, en fait, il va aller chercher une ressource, et ensuite on va pouvoir faire quelque chose avec. Donc on n'a pas récupéré le résultat de la fonction fetch, puisque, comme je vous dis, la réponse, il s'en fiche l'attaquant, c'est vraiment la requête qui l'intéresse. C'était obtenir ça dans ses logs. Et tout ceci dans le contexte de victime.local. Donc c'est sur le site de victime.local, donc on va pouvoir faire des choses dans le contexte de victime.local. Alors il faut savoir qu'il existe une quasi-infinité de choses qu'on va pouvoir faire avec du XSS. Donc, ne faites pas le travail de l'attaquant. Vous avez une faille XSS. Ne vous dites pas, est-ce que ça a l'air compliqué à exploiter? Non. Il y a une faille XSS, vous la corrigez, et on va voir la correction tout à l'heure. Ne faites pas le travail de l'attaquant. Se demander si c'est exploitable, c'est le travail de l'attaquant. Vous êtes des défenseurs, vous avez un grand nombre de visiteurs sur votre site, et il y en a bien un pour qui ça marchera si on imagine une attaque, même si elle paraît improbable. Donc vous êtes ici pour protéger vos utilisateurs, vous devez corriger vos failles XSS. Et donc là, je vais vous montrer une des possibilités des nombreuses choses qu'on peut faire avec du XSS, et ça va exploiter l'absence de XFrameOption. Alors, on va pouvoir parler un petit peu de cette entête, c'est l'entête qui s'appelle XFrameOption, qui va permettre d'interdire les frames. On ne sait jamais trop comment il fonctionne, en réalité, le XFrameOption permet d'empêcher un autre site d'être inclus dans une frame. Donc ça n'empêchera pas votre site d'être spoilé, par exemple. Quelqu'un qui veut copier votre site, il pourra le copier, mais il ne pourra pas le mettre dans une frame. Et on va voir tout de suite un exemple d'attaque qui utilise des frames. Donc on n'a pas ici le XFrameOption denied. Alors ça veut dire que ce site, je peux le mettre dans une frame. Donc pour rappel, les frames, c'est un site dans un site en quelque sorte. Par exemple ici, on va reprendre notre page, ici, là, on va créer une iframe. Voilà, et puis je vais mettre comme source, on va mettre http le victime.local, le port 8081, et on va refermer notre frame. Donc là, j'ai utilisé l'iframe, et dans l'iframe, j'ai mis le victime.local. Si je retourne sur mon site, j'ai une petite frame ici qui s'est ouverte. Donc c'est une autre page internet qui s'est ouverte. D'ailleurs, si je regarde le code, c'est intéressant, puisque tout le code de ce qui est dedans a été repris, avec le HTML compris. Vous voyez, on voit le doctype, on voit le HTML, et donc ça, c'est le contenu du site victime.local, qui est ici. Donc la frame, ça me permet de mettre à l'intérieur d'un site un autre site. À quoi ça sert? Ça sert beaucoup aux régies publicitaires. Donc si par exemple vous souhaitez monétiser un site, la régie publicitaire va vous donner le code avec une iframe dedans. Et ce qui va être affiché dans l'iframe va dépendre du visiteur, de ce qu'a mis le visiteur, du contexte, des promos en cours, etc. Donc ça permet de mettre du contenu sur lequel on ne souhaite pas qu'on souhaite pas gérer. Ça permet par exemple aussi un terminal de paiement, on va le mettre dans une frame pour vous voulez faire payer vos visiteurs, vous allez récupérer un terminal de paiement et on va vous donner du code que vous allez incorporer dans votre site. Et l'iframe est intéressante puisque dans cette iframe, vous aurez le lien vers le terminal de paiement sécurisé. Donc vous n'aurez pas à vous occuper de la sécurité du terminal de paiement. Donc c'est ce genre de choses auxquelles peuvent servir les iframes. Donc c'est pas dangereux en soi, c'est une fonctionnalité. La difficulté, c'est comment est-ce qu'elle peut être utilisée dans certains contextes par un attaquant. Donc la frame, c'est ça. En quoi ça va être dangereux dans notre contexte? Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer une frame et on va mettre le bord en rouge. Alors, voilà. Ici, je vais créer une frame et je vais l'entourer de pointillés rouges. Vous comprendrez pourquoi. Une fois que cette frame elle sera entourée de pointillés rouges, je vais lui donner des dimensions assez grandes pour prendre le tour de la page. Je vais ensuite lui donner un nom, elle va s'appeler badFrame, puisqu'elle va faire quelque chose de pas cool pour l'utilisateur. Cette frame, on va lui rajouter du code JavaScript. Alors ça, c'est une particularité des frames, c'est-à-dire que vous pouvez exécuter du code JavaScript à l'intérieur d'une frame, si vous en avez le droit. Et là, on en a le droit puisqu'on est sur le même site. Donc le SOAP, le Same Origin Policy, qu'on va souvent rencontrer quand on va parler de JavaScript et de XSS et de navigateur,
le same origin policy va nous laisser exécuter du code, puisqu'on a le droit d'exécuter du code dans notre propre contexte. Et donc vous voyez encore une fois, c'est ça qui est intéressant pour l'attaquant, c'est qu'à partir du moment où il exécute du JavaScript dans votre contexte, c'est votre contexte qu'il attaque. C'est pas n'importe quel code JavaScript. C'est pas du code JavaScript qu'il a mis sur son site pour vous envoyer dessus. C'est vraiment du code JavaScript qu'il exécute dans votre contexte. Donc ce code JavaScript, il va faire plusieurs choses. Quand il est... Alors là, on a pris du jQuery. Donc alors l'attaquant, il le visite, le site qu'il attaque, hein, puisqu'il peut visiter ce site au moment où il récupère le lien. Donc il peut vérifier. Donc là, on sait qu'il y a du jQuery, donc on va utiliser jQuery. Donc quand notre document est prêt, donc c'est le document ready, on va faire au chargement de la frame, on a une fonction d'exfiltration. Donc il fonctionne comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est une technique un peu différente, là, on va pas faire le fetch, on va créer une image, et c'est la création de cette image qui va appeler l'URL de l'image. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites image.src, l'URL qui est ici va être appelée. Donc cette image ne sera pas affichée dans la page, mais comme elle aura une existence, même si elle n'est pas rattachée au DOM, elle va appeler cette URL. Donc on va faire notre exfiltration. Donc c'est comme ça qu'on va matérialiser les exfiltrations. Donc on va faire une exfiltration qui nous dit, bah voilà, load frame, et puis on va récupérer les documents.cookie tant qu'à faire. Ensuite, on a une fonction qui va nous renvoyer sur la page de login, puisqu'en fait la frame nous envoie sur le logout. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir une frame, on va envoyer le visiteur sur la page logout, il va être déconnecté, et ensuite on va la renvoyer sur la page de login. On va pas vraiment le renvoyer sur la page de login, mais à l'intérieur de cette frame, on va changer le contenu de la frame, et on va changer l'URL dans la barre de navigation. Et ensuite, chaque fois qu'on aura un clic sur un lien, on va faire la même chose. C'est-à-dire que quand on aura un clic sur un lien, on va mettre à jour l'iframe. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, en fait, on va créer un faux site. On va créer un site sur lequel on a plugué une interception. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc on va aller dans les payloads et on va faire un generate avec notre page payload. Alors le script generate, il va générer une URL et il va prendre tout le contenu HTML qui est ici et il va l'encoder et il va le mettre dans l'URL. Alors c'est parti. Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a une frame qui recouvre le site. Et donc vous voyez, comme on a les pointillés, on voit qu'il s'est passé quelque chose. On est sur la page de login alors que on était connecté. Et là, on a été déconnecté. Alors, je vais me reconnecter. Voilà, bon, ok, je suis reconnecté. Voilà, j'ai mon site. Je vais m'envoyer un commentaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'exfiltration? Eh bien, non seulement notre attaquant, il a reçu les cookies, mais il a reçu aussi nos credentials. On les voit ici, login admin, pass secret. Donc ça veut dire que on a exfiltré les credentials à l'intérieur de cette frame. Donc en fait cette frame, c'est une copie du site que l'on a posée sur le site original. On l'a fait se comporter comme si on visitait le site, hein, vous voyez, là, voilà, je visite, là, je vais sur la page, bon, voilà, donc j'ai vraiment l'impression de naviguer sur la page. Alors là, il y a les pointillés en rouge, hein, mais vous vous doutez bien que l'attaquant, il ne va pas les mettre. Et donc, comme on a cette frame, et que dans cette frame, il se passe ça, on a pu rajouter notre propre code JavaScript dans cette frame, et ça, c'est une particularité des frames, et c'est pour ça qu'elles sont dangereuses, en réalité. Le vrai danger avec les frames, c'est justement qu'on peut rajouter du comportement dessus, alors que on n'est pas obligé à la base. C'est un des dangers des frames. Et donc c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un lien, là on a été cliqué sur un lien, on a fait un prevent default, on ne suit pas le lien, donc le clic a été annulé. Par contre à la place on récupère le href, et ce href on l'utilise dans la fonction goto. Et cette fonction goto elle va changer la source de la frame. Donc la frame va changer de source, donc quand vous cliquez sur un lien, c'est la frame qui va se remettre à jour. Voilà, on change l'attribut URL ici. Et le push state, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer aussi l'URL ici. Donc c'est-à-dire que
c'est par le JavaScript qu'on a changé l'URL là. Donc si je clique là, c'est le JavaScript qui a changé l'URL ici. Et c'est ma frame qui s'est changée. C'est une technique d'interception de la navigation qui va permettre à l'attaquant de récupérer vos crédentials et de faire plein d'autres choses. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes sur le site, sauf que vous êtes sur le même site avec un contrôle total de l'attaquant. Et donc au niveau des formulaires, là c'est une exfiltration, donc on prend le formulaire, on laisse le formulaire faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que quand je clique sur le formulaire, ça me redirige. Alors là, il n'y a pas forcément de redirection de toute façon, et l'action de formulaire continue. Par contre, on fait une exfiltration, donc on appelle la fonction exfiltrate avec le login et le mot de passe. Et donc c'est comme ça que notre attaquant, il récupère toutes ces informations. Tout ça avec la technique d'exfiltration dont je vous ai parlé précédemment. Donc là, on va faire le même exemple en enlevant le border color, le border style, le border width. On va mettre la position top à 0. On va relancer notre attaque. Et alors là, j'ai vraiment l'impression que j'arrive sur le site. Bon, bah je me log. Ok. Voilà, je suis sur le site. La page reflète, tout va bien. Je peux mettre les commentaires. Voilà, là, on voit vraiment pas ce qui est en train de se passer. Là. On est vraiment dans un cas où on a l'impression d'être sur le site. Et tout ça à cause d'une petite faille XSS réfléchie. C'est vraiment quelque chose où on se dit, mais ça permet juste à l'attaquant d'exécuter du code chez lui. Bah, pas du tout. Là, l'attaquant, il a vraiment pris le contrôle total du site et il a volé des crédentials. Alors maintenant, je vais vous parler du XSS. Le premier auquel on pense quand on parle de XSS, c'est ce qu'on appelle le Stored XSS. Donc nous avons ici une petite zone de commentaires. Dans cette zone de commentaires, je peux mettre des commentaires. Voilà. Bon, ça fait 3 fois que je dis bonjour ici. Et je vais mettre un petit message. Alors, on va aller regarder le code rapidement de ceci. Bon, c'est du code assez simple. Donc, comme je vous dis, même si vous ne faites pas de PHP, vous pourrez comprendre le code. C'est vraiment fait pour que vous puissiez comprendre la finalité des failles XSS. Donc on ouvre une session, puisqu'on est connecté, donc l'utilisateur est connecté. On va vérifier la présence du paramètre post name et text, donc c'est ce qui est envoyé par les petits formulaires qui est ici. Voilà, vous avez un input texte et un input message. Donc vous mettez votre nom et le texte que vous voulez mettre. C'est inséré dans la base de données, donc là il y a une requête préparée, etc. On met les paramètres dans la base de données, donc déjà on peut flairer qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas clean puisqu'on les met directement dedans. Alors comme c'est une requête préparée, il n'y aura pas d'injection SQL. Et ensuite, qu'il y ait un post de commentaires ou non, on récupère la liste des commentaires et on les affiche. Donc là on crée du code, là ça marche avec du PHP, je fais une chaîne de caractères, et c'est cette chaîne de caractères que je vais ensuite afficher de data. Donc ma chaîne de caractères data, elle commence ici avec la table, et je fais une table avec des TR, des TD, et puis j'affiche ma table HTML. Ensuite je ferme la connexion base de données, enfin je crée une variable avec ma table HTML, et ensuite j'affiche cette variable ici. Bon, alors, maintenant qu'on a vu ce qui se passait avec le Reflected, on se doute bien que là, on est dans une situation où c'est possible de faire la même chose. Ce qui va se passer, c'est que on va se dire exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe si on met du code JavaScript ici? On va le faire tout de suite. Alors JavaScript, il va poster quelque chose, il va poster un script alerte. Et on a la pop-up qui s'affiche. La pop-up, elle s'affiche, mais surtout, elle s'affiche pour tout le monde. Donc si je recharge la page, je vois que ça s'affiche. Et si j'ouvre une navigation privée,
étant donné... Donc là, je suis pas connecté. Alors, il faut que je me connecte, donc on va quand même le faire avec le même user. Mais ça va s'afficher pour tous les utilisateurs. Donc s'il y avait un deuxième utilisateur, il verrait aussi ça, et il y aurait la pop-up qui s'affichera aussi. Donc, si on utilisait le même type d'attaque, en utilisant cette attaque-là, on va pouvoir faire la même chose qu'on a fait avec le Reflected, mais là c'est encore plus grave, puisqu'on n'a pas besoin de faire cliquer quelqu'un sur le lien. C'est-à-dire que l'attaquant, là, il met ce code JavaScript, et ce code JavaScript, il va être exécuté pour tous les utilisateurs du site. Donc là, on est vraiment dans une situation grave. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de votre site sont attaqués. Vous imaginez les conséquences si vous êtes sur un site bancaire ou sur un site de e-commerce. Tout le monde va être attaqué, et tout le monde, potentiellement, va avoir des données, ces données qui sont volées. C'est-à-dire qu'il y aura un danger sur les données personnelles, il y aura un danger d'exécution de vol de cookies, il y aura vraiment plein de possibilités qu'aura l'attaquant, et étant donné que là, c'est stocké dans la base de données et affiché pour tous les gens qui visitent la page, tous les visiteurs de cette page seront attaqués. Donc si par exemple l'attaquant, il s'amuse à mettre fetch, donc je vais mettre mon nom, et je vais mettre un message. Alors ce coup-ci, on va faire un fetch. L'attaquant, il va appeler son domaine, donc il va faire son exfiltration. Il va exfiltrer les cookies. Petite remarque, on n'a pas filtré le contenu du message, mais on pourrait mettre aussi le code dans le nom. Donc n'importe quel champ qui n'est pas filtré, ça provoque l'attaque. Et je dis ça parce que j'ai souvent vu le cas où on voit que dans le message on peut faire du JavaScript, donc on va filtrer correctement le JavaScript dans le message, comme on va le voir au moment de la correction, mais on oublie de le faire dans le nom. C'est humain, ça arrive, donc il faut vraiment le faire sur tous les champs sur lesquels il pourrait y avoir du JavaScript. Parce que l'attaquant, il s'en fiche, qu'il se soit là ou là, la sémantique n'a aucune importance dans l'attaque. Donc là, je vais faire mon fetch, et donc chaque fois que quelqu'un va visiter la page, si je retourne sur mon serveur d'exfiltration, et bien chaque fois que je visite la page, là, je ne vais pas envoyer de post, et bien ça va exfiltrer les cookies. Donc s'il y a une autre personne qui vient sur la page, et ben ça va également exfiltrer ses cookies. Et ça va être fait pour tous les visiteurs. C'est-à-dire que l'attaquant, il sera en mesure de voler toutes les sessions de tous les visiteurs. Alors il pourrait aussi faire l'attaque avec l'iframe, par exemple. Bon, c'est un peu plus voyant quand même, mais il pourrait. Et en fait, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un framework et il va mettre une coquille vide. C'est-à-dire qu'il va mettre une coquille JavaScript vide, et c'est cette coquille JavaScript qui va ensuite être appelée, et il va y envoyer son propre code. C'est-à-dire qu'il pourra faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire une fois qu'il aura intercepté ou hooké un navigateur, il pourra faire ce qu'il veut. Donc il va renvoyer le code avec la technique d'exfiltration que je vous ai montré. Il va renvoyer du code, et c'est ce code qui va être exécuté sur le navigateur de la victime, peut-être un jour, 2 jours. Il va essayer de garder le visiteur sur la page au maximum pour pouvoir continuer à l'attaquer. Donc ça, c'est le stored XSS, donc c'est le XSS qui est stocké dans une base de données, et alors là, c'est encore plus dangereux, puisqu'effectivement, tous les visiteurs qui vont sur la page sont potentiellement impactés. Bon alors, comment est-ce qu'on va corriger ça? Quelque chose à bien comprendre avec le XSS, et une technique qui va marcher dans la plupart des cas que vous allez rencontrer, c'est vous dire avec le XSS, c'est difficile de filtrer en entrée, donc si on peut le faire, on le fait, mais en général, il faut filtrer en sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez rentrer une information dans le formulaire pour qu'elle aille dans la base de données, donc ici par exemple, ça va pas être forcément facile de filtrer. Filtrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rencontre des caractères HTML par exemple, je vais les encoder de manière à ce que ce soit plus du caractère HTML. Alors on va prendre un exemple, j'ai fan de maths qui va vouloir envoyer un message. Et donc, son message, c'est 4 est plus petit que pi est plus petit que 3, donc la circonférence d'un cercle est construite entre 4 fois le diamètre et 3 fois le diamètre. C'est vrai. Ok, donc ça marche. Ok. Il y a des symboles ici. Bon, ils n'ont pas l'air de poser problème. Qu'est-ce qui se passait si fan de maths, il avait envoyé un message et il n'avait pas mis d'espace ici?
veut pas mettre d'espace, là, il veut mettre ça, il veut gagner de la place, et il va mettre ça comme ça. Et bien le message ne passe pas. On n'a pas seulement un problème de sécurité, on a aussi un bug. Alors c'est quoi ce bug? Vous vous en doutez un petit peu, ce qui se passe c'est qu'il y a une balise, et ben, le navigateur il s'est dit bah ok, t'as créé une balise pi, voilà, puis t'as fait une balise cœur après, et alors en plus il considère que tout ce qui est après c'est des paramètres. Donc en plus le navigateur il va rajouter des égales et des trucs, enfin voilà. Donc là on est vraiment en présence d'un bug. Et vous voyez il a même refermé lui-même la balise. Donc ça c'est à la fois dangereux et problématique, puisque c'est pas du tout le comportement qu'on veut. Alors on va regarder ce que ça donne au niveau de la correction. Donc au niveau de la correction, on va utiliser notre HTML Special Chars. Donc on lit bien la documentation des fonctions, on vérifie que ça corrige le problème, donc on va regarder si ça nous le corrige ici. Donc au moment de l'affichage, c'est là, je vais utiliser mon HTML Special Chars. Donc je vais refermer ça, je vais mettre mon HTML Special Chars. Hop, je vais faire une concaténation, donc c'est le point qui sert à faire une concaténation en PHP. Voilà, et on va mettre notre HTML Special Chars ici aussi. Donc vous voyez bien, j'encode bien les deux champs. Que ce soit tous les champs qui vont être affichés sont susceptibles d'avoir du JavaScript. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, étant donné que j'ai monté le code comme un volume, il devrait logiquement être immédiatement applicable sur le site. Et donc là, on voit que, avec le même contenu de base de données, mais avec mon nouveau code, il n'y a pas de souci. C'est bien encodé en HTML. Et donc, si on inspecte, alors l'inspecteur, il va peut-être pas nous le montrer comme ça. Voilà, là il nous montre avec ça, mais si on regarde bien la réponse, c'est-à-dire ici, et qu'on la regarde au format brut, on devrait retrouver les entités HTML. Vous voyez là, on a nos entités HTML. Donc au lieu d'afficher le caractère plus petit, on affiche ceci. Et ça c'est interprété par le navigateur. Et donc vous voyez, si on avait mis ça dans la base de données, ça aurait peut-être été problématique. Parce que si j'avais voulu envoyer ça dans un mail, ça aurait déjà été encodé. Si j'avais voulu faire des opérations sur le texte, il est déjà encodé. Donc ça peut poser des grosses difficultés pour traiter le texte. Donc dans la base de données, c'était peut-être pertinent qu'il soit sous cette forme-là. Par contre, à partir du moment où on affiche le code HTML, on doit absolument le filtrer. Il ne faut même pas se poser de questions, il faut le filtrer. Les frameworks tels que React ou Angular vont faire ça. Ils vont automatiquement filtrer, si vous n'utilisez pas les fonctions telles que dangerously set inner HTML, ils vont filtrer le contenu de manière à ce qu'il soit affiché de manière correcte dans votre page. Donc c'est ça la meilleure correction que vous pouvez apporter pour éviter le XSS. Vous affichez quelque chose, vous le filtrez. Vous utilisez un framework, vous vérifiez que ce framework vous protège contre les attaques XSS, comme React ou Angular, et qu'on vous affichez, en utilisant correctement le framework, vos données. Donc si vous faites l'affichage standard de React, il va corriger ce problème. Donc la correction que je viens vous montrer, c'est vraiment la correction qu'il faut apporter. Malheureusement, on ne peut pas toujours la mettre en place. Par exemple, vous avez installé un logiciel tiers. C'est pas vous qui êtes responsable du code, ou l'éditeur est en train de travailler sur une correction, et pour X raison, elle n'est pas encore déployée, ou alors elle n'est pas encore sortie. Vous avez aussi le cas où vous avez quelque chose de legacy. On ne peut pas changer le code parce que c'est trop compliqué, parce qu'il n'y a plus d'équipe de développement dessus, ou alors ça prendra beaucoup de temps, et on veut faire quelque chose en attendant pour se protéger. Donc on va revenir dans ce cas-là, et on va regarder comment est-ce qu'on peut faire une correction en utilisant ce qu'on appelle les en-têtes. Alors, qu'est-ce que c'est un en-tête HTTP? Alors on va regarder notre session HTTP directement avec un cœur. Donc là, on va vraiment voir ce qui se passe dans la session TCP. Quand votre navigateur fait une requête, il ouvre une session TCP, c'est ce qu'on voit ici, sur un socket, ici c'est le localhost port 80.81, et ensuite il va envoyer ceci dans la session TCP, et ceci c'est du HTTP. Le HTTP, c'est un protocole qui fonctionne avec
un en-tête ici. Ici, on explique qu'on va faire une requête sur le domaine slash. Et ensuite, il y a toute une série d'entêtes qui viennent derrière le nom de l'entête, deux points, et le contenu de l'entête. Donc ça, c'est pour la requête. Et la réponse HTTP, qui est renvoyée par notre serveur HTTP, ici à Apache, elle est divisée en deux parties. On a les entêtes ici, et la réponse qui est du HTML. Donc ça, c'est le message HTML. Et ce message HTML, c'est lui qui va être interprété par le navigateur. Donc les entêtes, c'est tout ce qu'on voit ici avant les deux points. Ce sont des méta-informations, c'est-à-dire que ce sont des informations sur le message, et ce n'est non pas le message en lui-même. Ce n'est pas des choses qui sont affichées, mais ça nous donne des informations dessus. Donc, les entêtes les plus connues, vous avez la date, le setCookie, qui va expliquer au navigateur, si tu veux revenir dans le même contexte, voici un cookie qui te permettra de retrouver ce contexte. Le content type, qui nous dit quel est le type du message. Donc là, on sait que c'est du HTML, donc ça indique au navigateur qu'il va pouvoir lire ça comme du HTML. Et vous avez des entêtes, ça on n'aime pas trop le voir, parce que ça donne la version de PHP, donc normalement on ne devrait pas la voir. Bon, pareil pour serveur Apache, même si c'est quand même moins grave, puisqu'il n'y a pas la version. Et donc ces entêtes vont donner des informations sur le message. Alors, si on prend le content type par exemple, c'est un cas intéressant, puisque ça donne une indication sur le message. Mais ça ne dit absolument pas comment il sera interprété. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre avec les entêtes. Les entêtes, ce sont des informations sur le message qui vont être efficaces s'ils sont interprétés par le navigateur. Si mon navigateur ne sait pas ce qu'est du HTML, il ne saura pas lire ça. Ce serait dommage pour un navigateur, mais s'il ne connaît pas le charset, il ne saura pas le lire non plus. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un en-tête, c'est vraiment déclaratif, et donc ce n'est efficace que si c'est interprété par le navigateur. Le navigateur, par exemple, peut choisir de ne pas enregistrer les cookies. Donc la session ne va pas marcher, l'entête va être inefficace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des entêtes pour nous protéger, et on va regarder ce qu'on peut faire en changeant la configuration de notre serveur Apache, donc sans toucher au code, pour améliorer notre sécurité. Alors on va commencer par enlever notre correction. Donc hop, j'enlève la correction qu'il y avait sur le XSS, qui n'a pas été appliqué dans la page affected, et on va regarder la première attaque qu'on a menée avec les frames. Donc je vais ressortir le payload. Voilà, et je vais générer mon payload, et on va le générer, on va vérifier qu'on le génère avec ce qui est en rouge. Voilà, donc là je génère mon payload, et je vais refaire l'attaque XSS, en voyant bien la frame en rouge. Donc là on a vu qu'on utilisait les iframes. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de se protéger des attaques par iframe avec l'entête qui s'appelle le xframe option. Alors cette entête, on le retrouve ici. Donc myapp, c'est un fichier qui va configurer qui nous permettre de configurer notre Apache, et on va mettre en place une première correction qui va être le xframe option. Donc on va dire à Apache, chaque fois que tu envoies la réponse, tu mets un entête xframe option same origin. Et donc cette entête va être interprétée par le navigateur. Donc ça va nous protéger de quoi? Ça va éviter à un autre site de nous afficher dans une iframe. On va passer une option un peu plus restrictive sur le xframe option, on va mettre le same origin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de faire une frame, mais à condition que l'origine de la frame soit la même. Donc tu auras le droit de faire une frame du site victime.local sur le port 81.81, à condition que ça vienne de victime.local 81.81. Alors je vais relancer stack. Normalement, il y a juste besoin de redémarrer le conteneur, puisque ça va redémarrer le serveur Apache et que le fichier de configuration a changé, donc ça correspond à un redémarrage du serveur. Et si on regarde ce qu'on a comme en-tête maintenant, donc je vais mettre l'option I pour ne voir que les en-têtes. C'est la requête head qui ne fait on demande à ne voir que les en-têtes et pas le contenu de la page. On voit qu'on a bien notre xframe option same origin. Alors qu'est-ce qui se passe si je refais mon attaque? L'attaque fonctionne, c'est normal, puisque là, c'est une frame qui vient d'elle-même. Donc le xframe option same origin ne nous a pas protégés. Pour qu'on soit protégé, et si on sait qu'on ne veut absolument pas utiliser les frames sur notre site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le xframe option à deny.
deny. On va relancer notre stack. On va vérifier que tout est bon. Donc là, j'ai bien l'X-from option à deny. Et là, je vais reprendre mon payload et je vais retenter de faire l'attaque. C'est parti. Et donc là, c'est intéressant, ça ne fonctionne pas. Et surtout, comme vous le voyez, c'est le navigateur qui met en place cette protection. Il a interprété le X-from option, il a vu que le X-from option était à deny, ce qu'on voit ici, et ce qu'on voit probablement aussi dans la console. Voilà, donc le chargement dans un cas, dans une frame, est refusé par la directive X-from option définie à deny, et donc le navigateur nous dit, bah non, moi je n'affiche pas ça, par contre je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est ce qu'on va faire, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, et là, on a vraiment affiché la page, on n'est pas dans la frame, et comme on n'est pas dans la frame, il n'y a pas l'interception par le JavaScript dans la frame qui peut être faite par l'attaquant. Donc là, on est vraiment, voilà, on est safe ici. Et vous remarquez bien que c'est le navigateur qui interprète ça. Le navigateur a vu l'entête, et parce qu'il implémente l'entête, il va correctement protéger. Et donc, on va protéger l'utilisateur qui utilise un navigateur correct. Donc, ça veut dire qu'avec les entêtes de sécurité, vous allez vraiment protéger quelqu'un à condition qu'il ait un navigateur à jour. C'est vraiment son navigateur qui va se charger de la correction. Vous allez simplement souffler au navigateur le comportement à avoir. Ok, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc là, on va aller dans notre zone de commentaires, on va se loguer. Et alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on essaye un autre type d'attaque? Eh bien, ça va probablement fonctionner. À la fin de demain, il va tenter une attaque. On va essayer de faire le newImage.src. Donc pour rappel, ici on va créer une image, on ne va pas l'ajouter dans le DOM, mais le fait de définir un src pour cette image, ça va faire qu'on va charger l'URL de cette image. L'attaquant, il va mettre en place un serveur d'exfiltration. Voilà, et donc ce serveur d'exfiltration va faire que on devrait exfiltrer quelque chose. Donc là on a exfiltré les cookies, comme on a vu. Alors, évidemment que ça marche, puisqu'on s'est protégé des frames, mais on ne s'est pas protégé du XSS. Donc on va maintenant essayer de se protéger du XSS. Alors pour protéger efficacement nos visiteurs du XSS, on va utiliser un en-tête qui s'appelle le CSP, le Content Security Policy, la politique de sécurité de contenu. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez définir une politique où vous allez dire ça, le navigateur peut le faire, et ça, le navigateur ne peut pas le faire. Vous allez lui donner uniquement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire qu'on va lui dire tu as le droit d'aller charger des frames dans tel contexte, tu as le droit d'aller faire du Ajax dans tel contexte, tu as le droit de charger les images dans tel contexte. Donc tout ce qui pourrait être problématique au niveau du XSS, c'est le CSP qui va nous permettre de le définir. Et donc cette en-tête va indiquer au navigateur ce qu'il a le droit de faire. Et donc ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et là, le navigateur va pouvoir utiliser cette politique pour essayer de protéger le visiteur. Donc c'est pas magique, puisqu'il va falloir faire un compromis entre ce qu'il est possible de faire pour que le site fonctionne et ce qu'il ne faut pas faire pour pas que le site puisse être attaqué. Sachant que vous ne connaissez pas a priori vous ne savez pas exactement quelle sera la faille que vous aurez sur votre site avant de la découvrir. Donc il faut vraiment, voilà, il y a vraiment un compromis à trouver pour l'utiliser efficacement. Comment ça marche? Vous avez une série de directives. Chaque directive de récupération définit un domaine. Donc là, vous avez le child src qui parle des frames. Vous avez le connect src qui restreint les URL qui peuvent être chargées via des scripts. Donc ça, c'est quand vous faites un fetch, par exemple. Vous avez la directive par défaut, les fontes, parce qu'il existe aussi des attaques sur le CSS. On aura l'occasion d'en reparler. Les images, etc., etc. Donc en fait, on va définir une politique de sécurité. Cette politique de sécurité va définir ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et là où ça va vraiment être efficace, on a parlé de l'exfiltration tout à l'heure, ça n'empêchera probablement pas l'exécution de code s'il y a une faille XSS sur votre site, mais ça pourra empêcher l'exfiltration. C'est-à-dire que vous allez limiter les dégâts, donc l'attaquant il va exécuter des attaques peut-être sur les visiteurs, mais en réalité il n'arrivera pas à avoir un feedback de ce qui s'est passé. Donc encore une fois, il faut être assez prudent avec ça, mais c'est quand même une bonne protection dans beaucoup de cas.
Alors je vais implémenter un en-tête ici. Donc, ça va être le deuxième qu'on voit ici. Je vais enlever le xFrame option. On va relancer la stack. Alors, je vais définir un en-tête content security policy. Donc, quand je ferai un curl, on verra l'en-tête content security policy. Et je vais mettre ce contenu dedans. Ce sont des directives qui sont séparées par des points-virgules. Ces directives, qu'est-ce qu'elles disent? Par défaut, self, c'est le contenu qui vient de lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est? Si on prend, par exemple, notre page index, ici, ça, c'est du self. C'est-à-dire que le hostname est le même, donc on ne l'a pas précisé ici, donc ma feuille CSS, elle est sur le même serveur. Donc c'est ça quand on a ce qu'on appelle le self. Donc j'autorise par défaut tout ce qui vient de chez moi. Si ça vient pas de chez moi, je l'autorise, script SRC, j'autorise le unsafe inline. Pourquoi j'autorise le unsafe inline? Parce que sur mon site, j'ai eu besoin de mettre ça pour charger Materialize. Donc, vous voyez là déjà j'ai un premier risque de sécurité, puisque si je n'avais pas mis cet unsafe inline, on ne pourrait pas mettre de script. On pourrait vraiment mettre aucun script à l'intérieur de la page. Donc ça restreindrait quand même pas mal les possibilités d'attaque. Ensuite, je vais autoriser les scripts qui viennent de code jQuery, JS Cloudflare. Donc ça, pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que c'est des choses que je vais chercher sur le CDN. C'est pas une mauvaise pratique d'aller chercher vos ressources sur le CDN, parce que quand vous allez présenter la page HTML à votre visiteur, il y a de grandes chances qu'il ait déjà été chercher la ressource. Si vous prenez par exemple jQuery Validate, il y a de grandes chances qu'il y ait un autre site qui ait fait que ce soit chargé dans le cache du navigateur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser le CDN. Donc on va whitelister les CDN de manière à ce que uniquement les CDN qui sont utilisés sur notre site soient autorisés. Et ensuite, je vais autoriser le style, je vais autoriser un peu de style, et les feuilles de style, comme je vous disais, je vais autoriser les feuilles de style qui sont chez moi. Donc avec ça, déjà, on va voir si le site fonctionne. On va vérifier nos en-têtes. Donc vous voyez, là j'ai mon en-tête, Content Security Policy, qui est ici. Voilà. Et on va regarder si le site fonctionne. Donc ça a plutôt l'air de marcher. On va regarder si l'exfiltration fonctionne. Alors, eh bien là, il n'y a pas d'exfiltration. Et si je regarde dans l'inspecteur, je vois que le CSP a empêché le chargement d'une ressource. Alors c'est intéressant, il a empêché le chargement de l'URL l'attaqueur.local. Donc il a empêché l'exfiltration, parce qu'il a dit, moi ce domaine je ne le connais pas. À aucun moment, on m'a dit explicitement que ce domaine faisait partie du site, donc je refuse son chargement. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même assez puissant, puisque ça va vous permettre de déterminer ce que vous estimez légitime dans votre site, les ressources qu'il est légitime de charger, et vous n'allez charger que celles-là. Donc déjà, il y a un grand nombre d'attaques qui vont être plus compliquées. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas attaquer, mais ça va vraiment compliquer le travail de l'attaquant. Donc ça, c'est une sécurité qui est vraiment assez intéressante. Et donc là, mon attaque, elle ne fonctionne plus, puisque j'ai empêché le chargement de cette ressource. Donc pour rappel, c'était une image que j'avais chargée. On va essayer maintenant l'autre attaque. Donc je garde ma frame en rouge, donc je vais sur Reflected. Voilà. Alors, là ça marche un peu. La frame, elle a été chargée, comme vous pouvez le voir ici. Puisque j'ai enlevé l'entête xFrame Option Deny. Donc si on avait enlevé l'entête xFrame Option Deny, on serait complètement protégé. Donc notre visiteur, il va peut-être se faire voler son mot de passe. Et on va regarder ce que ça donne au niveau de l'exfiltration. Et bien ça donne rien. Pourquoi ça donne rien? Puisque le CSP, de la même façon, nous a protégé de l'exfiltration. Attaqueur.local, il ne connaît pas le domaine. Donc, c'est bon. Vous voyez, là, on a empêché le chargement de ces ressources-là. Donc, notre visiteur s'est fait attaquer. Il a été attaqué. Il est dans une frame piégée, comme on a vu tout à l'heure, mais l'exfiltration ne fonctionne pas. Donc l'attaquant, il ne peut pas voler les credentials. Alors, il pourrait faire des choses, il pourrait défacer le site, il pourrait changer la présentation du site, par exemple. Il peut quand même faire des choses. C'est bien pour vous montrer que le CSP, ça protège, mais ça protège pas toujours complètement. Mais on a réussi à empêcher l'attaque, on a limité les dégâts. Donc ça, c'est important et ça, c'est intéressant.
Alors pour vous montrer que le CSP ça fonctionne pas dans tous les cas, on va modifier un petit peu la configuration, et cette fois-ci, on va juste rajouter qu'on autorise les images partout. Alors, là vous avez vu l'exfiltration par image, mais c'est vrai que dans un contexte habituel, on a du mal à se dire qu'une image, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et là, dans notre cas, ça va l'être. Donc on a mis image SRC étoile, peut-être parce qu'il y a des images qui sont chargées depuis plein de domaines différents, et au bout d'un moment, on ne peut pas tous les mettre dans le CSP. Parce que le CSP serait trop grand, ou alors c'est trop compliqué, ou on l'a pas fait. Et donc on a mis une étoile, et on s'est dit, ok, ben on charge que quelques ressources en JavaScript, donc ça nous protège probablement de certaines choses, ça nous protège par exemple d'un script qui arriverait sur un autre domaine. C'est-à-dire que l'attaquant il mettrait un script SRC et dans le SRC il mettrait son propre domaine, donc il ne pourra pas faire ça. Par contre, comme on a le unsafe inline et qu'on a les scripts en inline et qu'on a rajouté les images, là on a la double possibilité de mettre des scripts et de faire de l'exfiltration. Et donc si je fais ça, je relance ma stack. Donc, on va regarder le CSP. Donc le CSP, il y a bien l'image SRC avec l'étoile. Donc l'étoile doit toujours poser question, puisque l'étoile, c'est potentiellement quelque chose de dangereux. Et je vais relancer mon attaque. Ici. Donc là, je suis redirigé ici. Et vous voyez, je n'ai pas forcément de warning sur l'exfiltration. Et donc si je regarde mon exfiltration, je vois que j'ai bien exfiltré le login, admin et secret. Donc l'attaque n'a pas été bloquée. L'attaque a fonctionné malgré l'entête CSP, parce que l'entête CSP était trop permissif. Donc il faut bien retenir deux choses avec les entêtes. Les entêtes sont interprétées par le navigateur, et donc un entête nous protège à la condition que le navigateur en fasse une interprétation. Et la deuxième chose à retenir, c'est que le CSP, s'il est mal, s'il permet trop de choses, il va permettre quand même de faire des attaques. Et l'attaquant ne sera pas aveugle. L'attaquant, il a juste à faire un curl sur votre site pour voir ce que vous avez comme CSP et essayer de trouver l'attaque qui correspond. Donc le CSP, c'est une bonne protection. Moi, je vous conseille de la mettre systématiquement, même si vous pensez que vous n'avez pas de XSS, mettez un CSP et mettez-les de la manière la plus restrictive possible. C'est pas toujours simple, ça je sais. Et surtout quand vous avez un très très gros site, et dans ce cas-là, c'est difficile de mettre un CSP partout. Donc là, le CSP, il est utile dans deux cas. Je l'ai mis sur mon serveur Apache, donc tout le site a le même CSP. Mais vous pouvez aussi avoir des stratégies où chaque développeur, quand il déploie sa page, si vous avez un site avec des dizaines d'équipes qui travaillent dessus, et bien chacun peut aussi mettre en place son propre CSP en fonction de son contexte. C'est-à-dire que chaque page HTML pourrait avoir son CSP. Donc c'est ça qu'il faut retenir avec le CSP. C'est assez important de bien réfléchir à son implémentation. On a besoin d'un site qui soit utilisable et il faut qu'il nous sécurise au maximum. Le lien vers le code des exemples est disponible dans la description. Merci pour votre curiosité, merci pour vos questions. Vous pouvez les poser dans les commentaires pour que je vous réponde. À venir, le cross-origin, comment le phishing peut mener au vol d'informations et bypass de firewall, et bien sûr comment s'en protéger. À bientôt.